Bonjour, bienvenue à tous. Ce matin, nous allons débattre de la manière dont la donnée RH peut permettre de dessiner, de piloter l'organisation de demain et aider à la prise de décision RH face à l'épisode sanitaire en cours. Je suis Alexandre Lacreuse, manager au sein de Oracle dans l'organisation Cloud Technologies. J'ai la chance d'être accompagné ce matin en plateau par Caroline Elbaz, DRH chez Oracle France. Bonjour Caroline. Bonjour. Caroline, tu nous partageras ton retour d'expérience en tant que DRH chez Oracle. Également à mes côtés, Xavier Denoblet. Bonjour Xavier. Bonjour Alexandre. Xavier est en charge de la practice HCM chez DXC Technologies. On s'interrogera ensemble sur les enjeux et la manière d'accompagner les DRH. Et enfin, à distance, Ismaël Hassan, expert analytics chez Oracle, qui réalisera une démonstration d'un tableau de bord analytics pour piloter les RH dans cet épisode sanitaire. Bonjour Ismaël. Bonjour Alexandre. Alors, un mot sur la plateforme Zoom avant de démarrer et la possibilité que vous avez de nous adresser vos questions auxquelles nous répondrons à la fin du débat, tout simplement en cliquant sur le bouton Q&A qui se trouve en bas de votre écran. Alors l'événement se veut interactif et puis on va tout de suite démarrer par un premier sondage, un sondage anonyme. La question est la suivante. Pour vous, le télétravail est-il toujours d'actualité? Alors la première réponse, vous êtes toujours en télétravail. Deuxième réponse, vous êtes organisé dans un mode hybride mi-télétravail, mi-présentiel. Ou alors business as usual, vous êtes de retour au bureau. On ne va pas spoiler Caroline pour dévoiler si chez Oracle on est encore en télétravail ou pas. En revanche, Xavier, qu'en est-il chez DXC Technologies? Alors chez DXC Technologies, au niveau mondial, on a préféré la prévention sanitaire. C'est-à-dire que nos consultants doivent rester chez eux, être en télétravail. Et puis on accompagne nos clients lorsque nécessaire, lorsqu'il faut être sur site, on se déplace. Mais toujours avec la prévention et demander à nos clients de respecter, mais ils le respectent, tous les aspects sanitaires. Toutes les consignes. Voilà. Alors, entendu, on va voir si les participants globalement sont également toujours en télétravail. On voit que c'est la majorité des réponses. 46% des participants sont toujours en télétravail. Et puis en deuxième position, 39% qui sont dans un mode hybride, mi-télétravail, mi-présentiel, et seulement 15% qui sont de retour au bureau. Alors l'épisode sanitaire, comme le dévoilent les résultats de ce sondage, a profondément impacté l'organisation du travail au sein de chaque entreprise. Au sein de nombreuses organisations, les managers, les collaborateurs ont été contraints au télétravail du jour au lendemain. Ça pose énormément de questions sur notamment le lieu de travail, la productivité, la performance, le niveau d'engagement, l'absentéisme, les congés, le bien-être au travail, les risques psychosociaux. Caroline, on verra ensemble comment la direction des ressources humaines s'est adaptée chez Oracle France. On le sait, les RH, ils ont besoin de mesurer l'impact du télétravail avec des indicateurs avant-après sur le recrutement, sur l'attrition, sur la prise des congés, sur la performance, qui sont des indicateurs d'ailleurs traditionnels. On verra également si une nouvelle organisation est à anticiper et comment est accueillie la perspective d'une nouvelle normalité tournée très probablement vers plus de télétravail et comment piloter ces risques et ces inconvénients potentiels. Et enfin, on s'interrogera sur la nécessité pour la DRH de se pencher sur de nouvelles données pour évaluer l'évolution des tendances de comportement chez ses collaborateurs, chez les managers dans le temps, avec par exemple ce qu'on pourrait appeler la météo du climat social. Alors, avant de t'interroger, Caroline, juste un petit rappel pour vous qui nous regardez, vous pouvez adresser vos questions à Caroline Elbaz en cliquant sur le bouton Q&A et puis on y répondra à la fin du débat. Alors Caroline, tu es DRH chez Oracle France. Quelle a été ta stratégie? Quelles ont été les mesures prises pour faire face à cet épisode sanitaire? Dès le début, finalement, Oracle a décidé Oracle Monde également, a décidé de fermer ses bureaux et de mettre tous ses collaborateurs, ses 140 000 collaborateurs,
en télétravail du jour au lendemain. Ça n'a pas été une décision facile, mais je pense, et un peu comme disait Xavier, il y avait deux raisons pour ça. La première, c'est qu'il y avait la volonté de garantir la sécurité de nos collaborateurs, d'une part, mais aussi en ne donnant pas de date et finalement en étant dans une veille de la situation, de laisser une stabilité, un environnement à la fois serein pour nos clients et pour travailler, mais aussi pour nos collaborateurs. Donc il a fallu évidemment du coup les accompagner. Alors on les a accompagnés d'abord en logistique. 440 chaises qui étaient soit livrées, soit venues chercher au bureau, des écrans d'ordinateur, des imprimantes aussi. Donc vraiment recréer un espace bureau chez nos collaborateurs. Également, c'était très important d'adapter pour les collaborateurs qui avaient des enfants. On en a tous, moi j'en ai 3. Donc c'est un nouveau métier, hein. Un temps de travail un peu plus souple, en tout cas une souplesse avec des consignes pour nos managers et puis à l'ensemble de collaborateurs. Et aussi quelque chose qui a beaucoup plu, une conciergerie médicale, parce que s'il y a des risques psycho, ou même si on se sent malade, enrhumé, on peut consulter. On a eu une utilisation, ça a été un vrai beau succès. Et aussi Eupora, qui est une aide, une écoute en ligne. Donc on a vraiment assuré que le climat soit bon pour nos collaborateurs. Et évidemment, après, on a redoublé d'efforts en termes, et on le verra plus tard, mais de communication, de Zoom, de liens, de contacts, et une facilité de tous les outils digitaux pour que les collaborateurs puissent le faire à distance. Alors, justement, Caroline, en fait, chez Oracle, on a basculé du jour au lendemain en télétravail. Dans quelle mesure la direction des ressources humaines était préparée à cela? Alors, on était préparés parce qu'on a la chance chez Oracle d'avoir des outils qui nous permettent du télétravail. On est très très bien équipés, là-dessus c'est clair. Et on a 17% des collaborateurs qui étaient déjà en télétravail et une partie des collaborateurs, presque 5%, qui pouvaient faire du télétravail, ce qu'on appelle le TOAD, à l'occasion. Donc tout le système était préparé au niveau des collaborateurs. En revanche, pour la RH, il y avait quand même quelques process qui fonctionnaient en présentiel. Il nous a fallu une semaine pour tout optimiser, les DocuSign, les documents, les négociations, les contrats. En une semaine, on a réussi à basculer et surtout, moi je pense que c'était vraiment la clé de notre succès parce que ça a bien fonctionné, c'était s'appuyer sur les managers première ligne. Parce que je crois fortement, et puis je pense que nos auditeurs peuvent le comprendre aussi, quand on est cette crise était quand même ça nous a secoué, c'était une vraie tempête, un tsunami. Et avoir un capitaine qui nous accompagne, qui est présent, qui donne la direction, c'est les managers de proximité, avec notre appui. Ça a fait qu'on a réussi à réellement passer la vague, en tout cas la première. Donc je pense que ça fonctionne bien et pour nos collaborateurs, pour nos clients aussi, parce que c'était important qu'on puisse assurer la qualité de service à nos clients et nos résultats financiers aussi. Donc on a passé cette vague. Le télétravail, on se rend compte que c'est quelque chose qui fonctionne chez Oracle. On comprend que cette nouvelle organisation du travail, justement en télétravail, elle semble s'ancrer, elle va probablement perdurer. À quoi ressemblera l'organisation de demain selon toi ? Alors c'est vrai que cette organisation du télétravail est en train de s'ancrer, on a vu plein d'évolutions. On va dire qu'elle va accélérer déjà la transformation digitale dans laquelle on était depuis quelques années. Aujourd'hui, le digital avait déjà bouleversé, mais ce télétravail ouvre encore des portes à une vision du travail demain différente. Mais il faut prendre le recul, parce que finalement, on se retrouve en tant que DRH à la fois d'un côté avec tous ces besoins des collaborateurs qui ont soit peur de revenir au bureau, soit qui veulent y rester, soit qui veulent être en télétravail flexible, enfin des demandes tout à fait différentes, il y en a beaucoup. Et de l'autre côté, les demandes pas de l'individu mais du collectif, créer l'efficacité, la créativité, le être ensemble, le travailler ensemble. Et donc le DRH, le dirigeant, va devoir trouver ou permettre de concilier une organisation idéale qui va comprendre ces deux besoins, mais surtout, il faut qu'elle soit plus inclusive. Ça, c'est important, c'est plus inclusive avec plus de sens. Est-ce que toi, tu identifies déjà des tendances, différents types de profils qui se dessinent ? Oui, alors on se moque un peu de moi, mais je me suis amusée à classifier tous ces besoins collaborateurs, à la fois chez Oracle ou ailleurs. En fait, j'en ai fait 4. Alors, il y a les ruraux. Les ruraux, c'est ceux qui veulent aller loin à la campagne, loin de Paris, surtout du télétravail 5 sur 5, ne pas revenir au bureau que exceptionnellement. Donc là, c'est le full télétravail, les ruraux. Et souvent, ils veulent partir de la ville.
Pas toujours, mais souvent. Après, il y a les bobos. Alors moi, c'est les bobos, c'est les bosseurs bohèmes. C'est ceux qui sont un peu comme toi, Alexandre, avec des écouteurs, qui mangent des graines bio, mais très techno, qui veulent pouvoir venir se connecter quand ils veulent, pas de contraintes, tu vois un peu ce que je veux dire. Oui, les graines pas encore. Voilà, ça va venir. Voilà. Et après, il y a les non-impro. Alors là, ceux-là, c'est ceux qui ont des rythmes de vie, la piscine le mercredi, le vendredi, donc ils ne veulent pas pouvoir, qu'on leur impose en fonction du projet, ils veulent des jours fixes, 1, 2 ou 3. Puis enfin, il y a les animaux sociaux qui veulent rester au bureau, quoi. Ils ne veulent pas rester à la maison, ils ne veulent surtout plus être à la maison, ils veulent retourner comme avant au bureau. Ça, c'est les 4 besoins exprimés. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ce qu'on peut voir des entreprises aujourd'hui, parce qu'au début, on est quand même sur, malgré tout, un maintien du contact. Maintien du contact, soit 2-3 jours au bureau, en entreprise, ou inversement, soit des lieux avec des endroits où les gens peuvent se retrouver. Mais quoi qu'il en soit, on voit que le télétravail 100% sans contact n'est pas la solution. Et je veux revenir sur le point du succès de la manière dont on a fait, c'était le lien. Et je pense que le lien, il faut le donner avec transparence à nos collaborateurs. Si j'ai un message à passer aux personnes, que ce soit manager ou RH, je pense que la transparence et l'empathie, ça a été pour la crise réellement un succès dans les entreprises qui l'ont fait, mais aussi les pays qui l'ont fait. On voit par exemple Angela Merkel, on l'appelle maman d'ailleurs, elle réussit parce que, elle est transparente, elle dit les choses et elle le dit avec empathie. Donc Karine, qui est notre directrice générale, il y a aussi ce lien DRH-DG, c'est important. On a fait des France Connect pour essayer de ritualiser cette venue au bureau toutes les semaines à 12h30, avec un contact avec nos collaborateurs, des coachs, mais aussi par exemple un neurologue, le docteur Amsalem, ou l'Institut Pasteur, pour ritualiser, donner ce contact et parler, dire oui, on va rester au bureau, non, on ne va pas, et cette transparence, c'est très important. Alors justement, là, je rebondis, on parle de transparence, et puis tu citais différents types de profils, du coup, on a tous envie de savoir. Et toi, du coup, Caroline, en fait, tu fais partie, de quelle catégorie? Moi, je trouve que le télétravail, c'est bien, mais moi, je suis un animal social. J'aime bien toucher, voir, et je fais partie peut-être encore de ces jeunes, vieilles générations. Je ne suis pas bobo bohème. Donc moi, j'ai... jeune encore. Ouais. Mais en tout cas, j'aimerais bien revenir au bureau. Ok. Et du coup, comment mesurer l'impact du télétravail? Est-ce que tu as des indicateurs pour suivre justement quel est l'impact avant-après, par exemple sur le recrutement, l'attrition, la prise des congés? Oui, c'est comme le passage en télétravail. On a des plateformes, des outils qui sont quand même extraordinaires, j'avoue. Et du coup, on a un pilotage en temps réel. Je ne pourrais pas faire ça sans des outils. Je n'aurais pas pu passer en télétravail sans ça, qui sont hyper importants. Je vois, par exemple, je me suis posé la question en discutant avec toi. J'ai eu les résultats immédiatement. Donc, on voit des choses très, très rapidement pour corriger. Donc ça, c'est super. Le fait est qu'il nous manquait quand même quelques outils. Alors là, je parle de la période Covid en tant que telle, qui sont les obligations. Alors pour les RH, les juristes, vous savez, comme il y a beaucoup de papiers à faire signer, des prises de connaissances, donner des kits, valider les accès, tu valides les accès sur les clients, etc. Donc tout ça, ça demande beaucoup de logistique, il faut avoir le retour. Donc on a fait une application très intelligente, enfin non, c'est plutôt une application dite intelligente, parce que l'intelligence artificielle, qui nous permet de gagner un temps fou, de voir une fluidité des mouvements, de sécuriser nos collaborateurs. Et cet outil, elle a été développé par un RH qui a eu cette idée, par un consultant de chez nous et un business. Et ils ont pu faire ça parce que la plateforme le permet. Du coup, ça nous fait gagner un temps fou. Et donc, on a tout ce qu'il faut. En revanche, je pense que, et on en discutait sur le plateau avant, je pense qu'avant, on voyait les gens, on se regardait, on sentait, on voyait l'absentéisme, les gens n'étaient pas là, on voyait si la personne était engagée ou pas. Aujourd'hui, il y a quand même, par l'éloignement géographique, on ne ressent plus. On ne perçoit plus. Donc, des indicateurs qui étaient importants, mais finalement pas forcément cruciaux, parce qu'on se basait plutôt sur le ressenti et le visuel, sont manquants, je pense. Alors justement, est-ce que tu identifies des nouveaux besoins d'analyse RH? Quelles sont les données aujourd'hui qui manquent?
Aujourd'hui, par exemple, je m'inquiétais, je voulais savoir, avec ce Covid, l'état de mes collaborateurs. Je vois que, et c'est ce que je ressentais, mais on a diminué les arrêts maladie de 40%. On a diminué les moins de 10 jours de 70% par rapport à l'année dernière. Donc, on a des indicateurs positifs. Mais pour autant, j'ai ça, mais pour autant, j'ai des indicateurs extérieurs au RAC qui disent que pour 78% des salariés, tout type, l'année 2020 est l'année la plus stressante de toute leur carrière. Donc, ces indicateurs qui manquent, c'est des indicateurs qui me permettent de mesurer à la fois d'un côté l'engagement, mais à la fois les risques psychos. Donc je dirais que j'aurais besoin d'un indicateur, à mon sens important, le droit à la déconnexion. C'est compliqué parce qu'il y a la protection de la vie privée, mais le droit à la connexion vient du fait qu'on a mis des gens travailler et vivre dans le même lieu. Donc pour leur structure mentale, il y a un dysfonctionnement et qui va créer une perte de confiance, qui peut créer de l'isolement. Et tous ces indicateurs vont amener, enfin toutes ces conséquences peuvent amener à des risques psychosociaux qu'il faut mesurer. La maladie n'est pas suffisante. On a besoin d'indicateurs en amont de phase. Donc peut-être des autodéclaratifs pour mettre des systèmes d'alerte ou d'alarme, entre guillemets. Et enfin, pour l'aspect engagement, c'est parce que ça va avoir un an. En visio, la personne qui est en visio, on ne sait pas si elle est là, si elle fait autre chose. On ne la voit pas, on n'est pas dans le contrôle de son travail, on donne beaucoup de responsabilités, d'autonomie. Donc du coup, c'est compliqué. Et pour créer, innover et mettre en place, on a besoin de cet engagement. Donc je dirais l'engagement, le risque psycho et la déconnexion. En fait, la météo du climat. On voudrait tous pouvoir avoir un tableur qui nous indique où on en est, ça gueule, ça va bien, ils sont contents, ça va pas. Et pour actionner quoi? Nos actions de com, valider nos politiques RH, ajuster en temps réel. Parce que maintenant, on a besoin de temps réel. Voilà un peu les besoins RH qui vont commencer à avoir émerger, ouais. On va voir justement ensuite avec Xavier comment on pourrait mettre ça en place. Du coup, Caroline, pour conclure, est-ce que tu as un mot de la fin? Oui, pour conclure, je dirais que dans cette période qui est vraiment d'incertitude et difficile, il faut qu'on constate que chacun quand même veut et cherche un collectif. Donc il faut qu'on fasse, quels que soient les choix, quelles que soient les organisations qu'on mette en place, tous, il faut que cette organisation reste un lieu d'épanouissement professionnel, de créativité, de sociabilité, parce que même si je suis un animal social, on l'est tous, et qu'on a des alliés précieux avec la data pour nous aider. Cette data va nous aider à reconquérir ce collectif. Entendu, merci beaucoup Caroline. On comprend que la data est essentielle à la DRH. Xavier, on va tout de suite s'interroger ensemble sur les enjeux et la manière d'accompagner les DRH pour accéder à ces données et valoriser ces données RH. N'hésitez pas, vous également à distance, à adresser vos questions à Xavier. Vous avez le bouton Q&A sur votre plateforme Zoom et on y répondra à la fin du débat. Xavier, avant de démarrer, toi tu es partenaire en charge de la practice HCM chez DXC Technologies. Est-ce que brièvement tu peux nous expliquer finalement qu'est-ce que DXC Technologies? Avec plaisir. Déjà tout d'abord merci de m'avoir invité sur ce plateau pour justement parler d'un sujet qui nous est cher. DXC Technologies, c'est le fruit de la fusion entre deux sociétés il y a 3 ans, CSC et HP Enterprise Services, pour donner l'un des leaders sur la transformation digitale et les services digitaux aux entreprises. Donc c'est aujourd'hui une entreprise de 140 000 personnes, 20 milliards de chiffre d'affaires, qui se veut justement être un leader en proposant des offres sur toute la chaîne digitale d'une entreprise, que ce soit sur l'hébergement, que ce soit sur des développements d'applications, sur la mise en place d'applications, et puis l'offre consulting, dont je suis le représentant pour la RH et le SIRH en France. Et donc notre belle équipe HCM, comme j'aime bien l'appeler, c'est une centaine de personnes qui sont tous consacrés sur l'ensemble des domaines de la RH, que ce soit de la paie au talent, et puis l'analytics RH aussi également bien entendu, et puis sur tout l'ensemble des étapes d'un projet.
Alors, Xavier, court, ouais, bah, je pense que c'est une belle description de DXC Technologies et de ta practice HCM. Face à l'épisode sanitaire, Xavier, on l'a vu, hein, beaucoup d'organisations, la majorité des organisations ont dû basculer en télétravail. On en parlait précédemment avec Caroline, les aspirations en fonction du type de profil ne sont pas toutes les mêmes chez les collaborateurs, chez les managers également. Est-ce que c'est envisageable d'adopter une approche personnalisée du télétravail? Et puis, est-ce qu'on a vraiment les moyens de mettre en place une approche personnalisée? Alors, c'est une excellente question parce que on se rend compte, et cette dernière période l'a vraiment confirmé, qu'aujourd'hui, effectivement, il y a cette double manière de voir un collaborateur. C'est évidemment de le connaître, de travailler avec lui, d'être avec lui, d'avoir une relation avec lui, mais c'est aussi de bien le connaître. Et ça, c'est indispensable justement pour pouvoir ensuite élaborer des politiques RH, et on en reparlera, et Caroline nous les a très bien exposées. Cette connaissance, en fait, elle est un peu considérée comme un client d'une entreprise, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se doit de bien connaître son collaborateur, de mieux le connaître, d'en avoir même une vision à 360. Alors, c'est peut-être un peu exagéré, bien entendu, avec toutes les... Il y a beaucoup de il y a les contraintes qu'il faut respecter, pas des contraintes, mais des aspects, évidemment, de sécurité de la donnée qu'il faut respecter. Mais bien connaître son collaborateur, c'est essentiel. Et c'est essentiel pas que sur des aspects RH ou spécialisés sur la RH, comme le recrutement, comme le talent, comme les performances, mais de couper justement l'ensemble de ces silos pour connaître, avoir une vision 360. Et si je rentre un petit peu plus dans la technicité, la RH aujourd'hui est encore très dans le process. Je m'occupe d'un process, puis d'un autre, et puis encore d'un autre. Et se rend compte, et tu l'as très bien souligné, que en fait, c'est une histoire avec le collaborateur. On parle de user experience, c'est le grand mot des consultants, mais qui a un vrai sens. Et donc, aujourd'hui, on se consacre et on est beaucoup plus centré sur la donnée avant d'être consacré au process. Alors, évidemment, le process est là, mais c'est la donnée qui est importante pour bien connaître un collaborateur. Et j'ai beaucoup aimé cette classification, mais non, mais c'est très intéressant, chère Caroline, parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, on prend l'exemple du télétravail, il y a un scénario par entreprise. Il y a ceux qui ont fait du plein télétravail, il y a ceux qui ont fait des dérogations, il y a ceux qui ont fait du partiel time, qui ne veulent pas de télétravail, qui veulent que tout le monde revienne. Et au sein d'une entreprise, on le sait bien, il y a différentes manières d'aborder le télétravail. Il y a des collaborateurs qui sont ruraux, qui veulent complètement du télétravail, et ceux qui veulent revenir, l'animal social. Donc ça, c'est un élément de personnalisation qui est très fort. Et on peut même aller plus loin. Un collaborateur qui est rural, entre guillemets, à une époque de sa vie, peut être un jour être un animal social à un autre moment. Il y a 5 générations dans une entreprise. Donc il y a autant de générations que d'aspirations, que d'attentes. Et donc en fait, ce que souhaite avoir un collaborateur, c'est une relation. C'est une relation avec l'entreprise, c'est une relation avec son manager, c'est une relation et qui nécessite donc de bien connaître ce collaborateur. Et cette relation, on peut même la comparer au CRM avec un client, c'est-à-dire qu'on veut non pas imposer une politique RH, tous la même chose sur un aspect, je pense le télétravail, mais on veut justement pouvoir adapté au collaborateur selon son étape de vie, son cycle de vie, pour qu'il puisse justement être le plus performant possible, avoir la meilleure productivité possible. Il ne faut pas être naïf, c'est avant tout ça que l'on attend, et c'est un point essentiel sur cette relation. Voilà. Donc la connaissance du collaborateur aujourd'hui devient essentielle, encore plus aujourd'hui avec ce qu'on a pu voir ces derniers temps. Du coup, Xavier, pour avoir une bonne connaissance de son collaborateur, pour adopter une approche personnalisée, il faut avoir les bonnes informations, il faut avoir les bonnes données. Mais ce qu'on entend beaucoup au sein des DRH, c'est qu'il y a des difficultés à accéder à des données qui sont fiables, des données qui sont à jour. Souvent, ce qu'on nous dit, c'est que les données, elles sont éparpillées au sein de différentes applications. Au sein de différentes sources applicatives. Est-ce que finalement la donnée dont on a besoin pour avoir cette approche personnalisée, elle est véritablement accessible au RH? Est-ce que c'est pas trop difficile finalement d'accéder et d'exploiter ces informations? Bien sûr que c'est difficile. On le sait tous, la donnée, c'est le cœur du métier. Et c'est évidemment difficile d'avoir la bonne information fiable et puis de l'interpréter.
Enfin, je veux dire, bien sûr que c'est difficile. Ce que l'on constate aujourd'hui sur la RH, c'est plusieurs choses. Déjà, il y a un changement de paradigme au terme de la donnée. On était beaucoup plus sur une donnée qu'on garde pour soi, que l'on fait pour nous-mêmes. On a beaucoup parlé de la formation ces derniers temps. Un plan de formation, si je prends cet exemple, eh bien, c'est quelqu'un qui fait un plan de formation dans son bureau et jamais un collaborateur, un jour, n'a participé à ce plan de formation. Aujourd'hui, le collaborateur, et c'est ce qui est mis en avant, le collaborateur participe à sa carrière, participe aux compétences qu'il veut développer et il sait justement nourrir l'ensemble des données de sa propre donnée. Donc c'est un enrichissement mutuel. Et c'est plus qu'un enrichissement mutuel. Oui, c'est plus inclusif. En fait, c'est ça. C'est quoi qu'il en soit, dans la vision de l'organisation de demain, c'est qu'il y a une forme d'inclusion des personnes. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fera tout ce que les personnes veulent, parce que c'est compliqué, que chacun... Oui, mais en tout cas, si la personne est inclue, peut nourrir sa donnée, la mettre à jour dans une application facile et que c'est elle qui est propriétaire et qui l'enrichit, on n'est pas du tout dans le même rapport du process où on demande de remplir des papiers à la RH qui sont en fait finalement des données figées et qui ne sont pas des données évolutives dans le temps. L'humeur, l'état, comme tu disais, des fois on veut être en rural et demain on peut changer parce que ce n'est pas quelque chose de figé, on évolue. En fait, voilà. Eh bien non, mais merci d'appuyer ça. Donc ça, c'est l'un des premiers points qui alimente ce changement de paradigme. Le deuxième point, c'est que, alors là, on a vu plein d'exemples, merci Caroline, c'est que l'ARH est au cœur des opérations. Et ces 6 derniers mois, ces 8 derniers mois, on l'a vu, elle était en front, elle était devant. L'ARH est au cœur des opérations. Et pour ça, eh bien, ça veut dire que la donnée RH ne suffit pas. Il faut une donnée financière, on a parlé tout à l'heure d'aspects de coûts, de finances, de ROI, pourquoi pas même sur les collaborateurs. On ne sait jamais. Les aspects d'opération, quand on parle de productivité, c'est une donnée RH, mais c'est aussi une donnée opérationnelle. Voilà, donc ces données RH ne suffisent plus pour pouvoir justement connaître son collaborateur. C'est un ensemble de données. Et c'est casser effectivement ces silos, comme on l'a vu, et c'est être au cœur des opérations, pouvoir croiser de l'information, pouvoir croiser de la donnée. Et pour croiser de la donnée, du coup, il y a cet enjeu de ce concept de plateformisation. Voilà, exactement. Et simplement, et je vois que le temps passe, c'est que, effectivement, aujourd'hui, une organisation doit être rapidement mise en place, flexible. On ne peut plus attendre 6 mois un petit reporting sur des headcounts pour savoir où sont les gens, comment sont les gens, etc. C'est l'adaptabilité, c'est la flexibilité. Et c'est cette notion, effectivement, merci Alexandre, de la plateformisation. C'est-à-dire que les outils que vous proposez, que vous allez nous montrer tout à l'heure, c'est donner l'autonomie, ce n'est plus rendre un service, mais c'est donner les outils et les données pour qu'on puisse être autonome et justement accéder à cette information. C'est la plateformisation. C'est ce qu'on a fait avec notre outil finalement. Non ? Oui, c'est ce qui a été fait chez Oracle. On avait besoin de données à un moment donné, parce qu'il y a le Covid, et avec ces données sur la plateforme, on a fait notre outil pour avoir les données dont on avait besoin en temps réel. Voilà. Et c'est ça que recherche la RH. Merci Caroline. Et on va en voir l'illustration, ça me permet de rebondir sur la démo que va nous réaliser Ismaël, qui n'est pas exactement l'outil qui est utilisé. C'était la même base, non ? Mais c'est une base effectivement qui ressemble. Merci beaucoup Xavier. Avant de passer à la partie démonstration avec Ismaël, en fait, on va avoir un deuxième sondage. Et la question s'affiche sur vos écrans. Laquelle de ces thématiques souhaiteriez-vous mieux piloter ? Alors la première réponse, est-ce que c'est la qualité de vie au travail, la sécurité des collaborateurs, des équipements ? Est-ce que c'est le droit à la déconnexion ? On en parlait précédemment avec Caroline. Les risques psychosociaux ou bien le niveau d'engagement des collaborateurs ? On va vous laisser quelques secondes pour... Une réponse il me semble qu'on a le droit qu'à une seule réponse, mais c'est vrai que dans l'absolu, c'est un petit peu dur, effectivement. Parce qu'il y en a moins 2 ou 3, quoi. Ah, c'est vrai que je pense qu'en tant que DRH, là, tu aimerais peut-être effectivement baisser sur 2 ou 3 réponses. Ouais, non, mais quelle est finalement la thématique peut-être la plus importante, la plus critique ? Alors, les résultats vont s'afficher et donc, alors on voit que la première réponse, c'est le niveau d'engagement des collaborateurs à 49%. En seconde catégorie, les risques psychosociaux.
la qualité de vie au travail en troisième catégorie avec 17% et le droit à la déconnexion qui ferme le classement avec 11%. Alors, justement, ce niveau d'engagement et ces besoins d'analyse, on va pouvoir en fait les observer à travers une démonstration que va réaliser Ismaël, qui est connecté à distance. Bonjour Ismaël. Tu vas nous réaliser une démonstration d'un tableau de bord Analytics pour piloter les ressources humaines dans cet épisode sanitaire. Exactement. Merci Alexandre. Donc, si c'est bon, je vais passer à la démo. C'est bon, tu peux démarrer la démo, Ismaël. Parfait. Je partage mon écran du coup. Est-ce que c'est bon? Donc, pour vous donner le contexte, je vais partir d'une étude de la Society for Human Resource Management qui date d'avril 2020 et qui nous fait état de ce qui suit. Notamment, 71% des entreprises ont du mal à s'adapter au télétravail. 65% d'entre elles ont du mal pour le maintien du moral des équipes et une entreprise sur 3 a les problèmes qui suivent. Notamment, difficultés par rapport à la culture d'entreprise, à la productivité des équipes, ainsi qu'à la réglementation des congés en période de télétravail. Donc, pour relever ce challenge, les DRH avaient 3 objectifs en tête. Le premier étant de savoir si télétravailler était sans danger pour les équipes, savoir si l'entreprise est résiliente face à ce changement, et dernière chose, savoir si la gestion actuelle de cet épisode sanitaire n'entrave pas la reprise des activités. Donc, pour relever ce challenge, la direction des ressources humaines sur laquelle on va s'attarder ici s'est entourée de 3 profils, notamment un développeur Apex pour faire des applications quasiment sans coder, et ceci pour reprendre l'information à la source. Il y a également un expert des données personnelles, spécialiste sur la GDPR par exemple, et pour finir, un analyste data pour assurer la transition de la donnée brute vers l'information nécessaire. Donc, sans tarder, je vais me connecter à l'outil Analytics dont on va se servir pour relever ce challenge-là. Donc, pour vous donner un petit aperçu du produit, à gauche de l'écran, on a quelques onglets, notamment la page d'accueil, un catalogue où on va retrouver les différents projets sur lesquels on aura travaillé, de la donnée, du machine learning, des jobs en fait pour faire de l'ordonnancement, une partie console et la partie académie qui est dédiée à la montée en compétences. Donc, pour relever le challenge d'aujourd'hui, j'ai utilisé un projet dans lequel j'ai 4 canevas. On a la partie data à gauche, donc on est vraiment sur du multisource. Là, je vais aller me connecter à toute la donnée dont j'ai besoin pour pouvoir adresser les questions que se pose la direction des ressources humaines. Donc, c'est parti. Première question, savoir si le télétravail était sans danger. Donc, à l'aide d'un employee survey qu'on a adressé à l'ensemble du personnel de l'entreprise, on a recueilli les réponses qui suivent. Donc, ce qu'on apprend avec cet employee survey, c'est que pour 93% des employés, télétravailler ne présente pas de danger particulier, que plus de 60% des tâches sont réalisables de chez soi. Et on a également demandé à savoir s'il y avait des choses que la direction des ressources humaines pouvait mettre en place pour faciliter le télétravail ou le rendre beaucoup plus convenable. Et voici les réponses qu'on a, notamment ne pas recevoir d'emails en dehors des heures de travail. Donc, par contre, sur cet ensemble de réponses qu'on a, on voit que pour 6% en fait, des employés, télétravailler présente un certain risque. Et on peut le voir grâce au lien qu'on a entre les différentes visualisations plutôt, que c'est le lien avec les collègues qui leur manque le plus. Donc, voici pour la première partie de cet employee survey. Deuxième chose qui a été faite est de savoir quelle est la liste de nos travailleurs essentiels. Parce que oui, beaucoup de nos employés vont travailler de chez eux, mais pour certains, on a besoin de sur-site. Donc, pour répondre à cette question, on est toujours parti interroger les managers et on a pu dresser la liste. Donc, sur l'ensemble du personnel, on a 83 qui ont besoin d'aller sur place. Donc, on va se servir de cette information-là pour leur garantir la sécurité au travail, notamment les distances sociales, s'assurer de désinfecter les locaux. Et deuxième chose par rapport à cette liste de travailleurs essentiels, aujourd'hui, on sait qu'il y a un lien entre la garde des enfants, la fermeture des écoles et la disponibilité des parents.
Donc, sur notre liste de travailleurs essentiels, on a 17 employés qui sont également des parents, c'est-à-dire qui ont des enfants à garder. Donc, pour s'assurer qu'on aura leur disponibilité, il faut soit prévoir de les remplacer par d'autres profils qui n'ont pas d'enfants ou bien de leur prévoir une solution de garde d'enfants au cas où les écoles vont fermer. Donc, sur la carte qu'on a à droite de l'écran, on a repris les zones géographiques où l'on retrouve les travailleurs essentiels. Ils sont essentiellement aux États-Unis, en fait, en Amérique latine et en Europe. Donc, dernière chose qui a été faite sur ce canevas était d'aller prendre la température, en fait, du sentiment des employés. Donc, pour ce faire, j'ai réalisé une analyse de sentiment et on va voir comment est-ce que ça a été fait avec un data flow. Donc, tout simplement, je vais dans mon menu sur la partie data, je sélectionne data flow et j'ouvre l'analyse que j'ai faite. Pour vous montrer à quel point c'est simple, je vais repartir de zéro. Donc, première chose, le jeu de données qu'on importe. On voit ici les commentaires qu'ont laissé les employés. Donc, je vais choisir l'analyse de sentiment. Donc, on peut faire d'autres choses, en fait, en dehors de l'analyse de sentiment, notamment faire de la classification binaire, multiclasse, du clustering. On a la possibilité d'appliquer les modèles qui ont été développés. Donc, cette fois, je vais aller sur l'analyse de sentiment. Donc, je choisis la colonne où je retrouve mes commentaires et je sauvegarde ma donnée. Donc, comme on peut le voir, le jeu de données est mis à jour automatiquement et j'ai l'émotion qui est calculée. Donc, je vais aller analyser ce résultat-là dans mon projet. Donc, voici le résultat qu'on a. Donc, on a 137 réponses. La plupart sont plutôt positives et neutres et on a certains qui sont négatives. Donc, je vais aller enrichir, en fait, cette visualisation-là pour m'assurer de pouvoir adresser ce sentiment des employés par département. Donc, je modifie un peu mon graphique. Je vois que j'ai le plus de réponses au service client. J'ai 11 commentaires négatifs par contre. Donc, en sélectionnant ces commentaires négatifs, je vois la liste de mes commentaires qui se met à jour. Donc, soit j'adresse ce sentiment de manière globale par département ou bien je m'adresse commentaire par commentaire. Donc, je vais aller dans le détail. Donc, deuxième canevas, cette fois-ci, on va s'intéresser aux aspects financiers. Donc, on sait qu'avec le télétravail, on aura des dépenses à faire, notamment acheter des casques, des caméras, s'équiper un outil de collaboration virtuelle. Mais on pourra également faire des économies. Par exemple, sur l'électricité, sur le nettoyage, l'entretien des locaux. Donc, avec Analytics, je pourrais faire une simulation, en fait, des aspects financiers selon la durée de cette nouvelle normalité. Les chiffres qu'on a à l'écran correspondent aux finances sur un mois, mais je peux faire une simulation juste avec un clic. On peut voir que mes différentes visualisations se mettent à jour et je vois là l'état, en fait, des aspects financiers si jamais cette nouvelle normalité dure 3 mois. Donc, après cette partie passage au télétravail, on a une deuxième partie qui va correspondre au pilotage de l'entreprise de manière hebdomadaire. Donc, voici le premier graphique que je vais analyser. Il s'agit de la tendance des absences. Donc, ce que je vais faire, c'est enrichir en fait cette visualisation et voir si je peux en tirer des informations. Donc, première chose, je vais voir si j'ai une tendance par rapport au mois. Donc, je vais aller enrichir avec la couleur. Est-ce que je détecte des choses? Deuxième chose que je vais faire, c'est ajouter une ligne de tendance. Donc, j'ai une approximation linéaire qui ne me satisfait pas. Je vais passer sur du polynomial. Donc, voici, j'ai un graphique qui est enrichi. Ce que je peux en retenir, c'est que j'ai un lien. En fait, je vois que les mois où j'ai le plus d'absence correspondent au mois de mars et au mois d'avril. Et je vois que je suis en forme de vague, en fait. C'est monté et c'est redescendu. Donc, je peux faire une première approche avec l'épisode sanitaire qu'on traverse parce qu'on sait que le pic, en fait, de la première vague correspondait au mois de mars et d'avril. Et je peux supposer qu'il y a un lien entre les absences dans mon entreprise qui génèrent des perturbations avec l'épisode sanitaire qu'on traverse. Donc, je vois ici avec cette deuxième visualisation que le service le plus touché est le service client
il y a eu beaucoup d'absences, mais beaucoup d'heures supplémentaires également. Donc, on peut se dire qu'il n'y a pas eu de baisse d'activité, mais que les perturbations causées par les absences ont dû être compensées par les collègues présents par des heures supplémentaires. Donc, vu qu'il y a un lien avec l'épisode sanitaire, cette fois-ci, je vais m'intéresser en fait à l'open data qui est mise à disposition sur data.europe pour suivre la progression de l'épisode sanitaire. Donc là, à l'aide d'une carte, j'ai croisé les données de l'épisode sanitaire par pays par rapport aux absences que je rencontre dans mon entreprise. Donc ici, on peut voir qu'en Europe, par exemple, si je fais un zoom, que le pays le plus touché est l'Espagne et que le deuxième sur la liste, c'est la France. Donc, si je m'intéresse un peu à la France, je vais zoomer. On peut voir que sur mes 3 sites, notamment parisien, toulousain et bordelais, que j'ai des absences. Donc ici, l'objectif, c'est de suivre la progression de l'épisode sanitaire et d'anticiper les perturbations sur notre entreprise. Donc voici pour les absences. Au-delà des absences, on sait qu'un autre motif qui peut faire que les employés ne seront pas disponibles pour travailler est les congés payés qui sont complètement normaux. Donc cette fois-ci, je vais m'intéresser à la progression des congés. Donc, si je regarde le mois d'octobre 2019, que je vais considérer comme étant une année normale, je vois qu'en moyenne, en fait, j'ai 2 jours et demi de stock de congés qui restent aux employés. Par contre, si je compare avec le mois d'octobre 2020, donc l'année de la nouvelle normalité, je vois que j'ai un stock de 9 jours. Donc, l'objectif ici, c'est de monitorer ce stock-là de congés pour s'assurer de la disponibilité des équipes le jour où il va falloir reprendre l'activité en mode normal. Donc, dernière chose qu'on va faire, c'est de s'intéresser à la vie normale d'une direction des ressources humaines. Donc, une direction des ressources humaines, elle recrute et elle fait face à l'attrition également. Donc, première information qu'on a là, c'est qu'on peut voir que la durée moyenne de recrutement est de 29 jours, ce qui correspond à une durée en fait qui est améliorée. Donc, cette direction des ressources humaines-là, elle s'est digitalisée, en fait, elle s'est adaptée au télétravail et elle a gagné en nombre de jours, en fait, nécessaires pour recruter. Par contre, mauvaise nouvelle, on voit qu'on est sur 16% en fait, de départ sur les 3 premiers mois. Donc, l'indicateur est en rouge, ça veut dire qu'il s'est dégradé et on peut dire qu'il est directement lié à la qualité du recrutement. Donc, il va falloir monitorer, en fait, pour potentiellement déterminer quelles sont les raisons qui font qu'il y a beaucoup plus de départs actuellement, savoir s'il y a un lien avec le recrutement qui est complètement digitalisé ou pas. Donc, par rapport au recrutement prévisionnel, en fait, selon l'horizon temporel, que ce soit 6 mois, 12 mois ou au-delà de 12 mois, on voit les profils dont on a besoin. Donc, le travail a également été fait. On peut voir que soit on fait du recrutement en externe ou bien on fait de la mobilité interne avec une stratégie de formation. Donc, si je sélectionne le profil de marketing digital dont j'ai besoin, je peux voir que avec les 3 profils qu'on a dans l'entreprise, notamment les agents du service client, les agents d'achat et les développeurs, on peut les former pour qu'ils passent sur ce poste de marketing digital. Donc, comme je le disais, au-delà de la mobilité interne, on pourra faire du recrutement. Donc, si je m'intéresse à la France, cette fois-ci, je vois que j'ai 2 candidats. Comment je fais pour avoir cette liste de 2 candidats-là? Donc, je me suis connecté cette fois-ci à l'application d'acquisition des talents où je peux voir les candidats disponibles en France. Donc, juste pour vous donner un petit aperçu, cet outil permet vraiment de croiser de la donnée, peu importe la source de données. Donc, on peut voir ici l'ensemble des données qui ont été ajoutées au projet et qui ont permis de fournir les différentes informations dont avait besoin la direction des ressources humaines. Donc, dernière chose avant de conclure, c'est la mobilité que permet d'avoir cette application. Il y a une application qui s'appelle Day by Day qui est disponible sur Android et sur iOS. Cette application, elle prend en compte également le traitement de langage naturel, c'est-à-dire que vous pouvez prendre votre téléphone et lui poser une question. Par exemple, quelle est la situation des congés payés à Paris pour le mois d'octobre 2020? Donc, vous auriez une réponse de manière quasi instantanée. Cette application fonctionne également comme on le voit sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'elle va s'adapter à l'utilisation que vous en faites
en fonction de où vous êtes, en fonction du reporting qui vous intéresse le plus. Donc, voici ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cette démo vous a plu. Je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup Ismaël pour cette démonstration et on va tout de suite poursuivre le débat avec vous qui nous regardez et qui nous avez adressé un certain nombre de questions pendant cette démonstration et pendant les interventions de Caroline et Xavier. Je les ai sélectionnés, je les ai notés. Alors tout de suite une première question pour toi Xavier. Est-ce que c'est un outil qui est compliqué ou facile à mettre en place? Alors c'est un outil qui se veut simple justement parce que flexible pour les métiers, pour que les métiers puissent se l'approprier, donc les RH ici. Et donc l'objectif, c'est que ça soit le plus simple possible. Après, pour le mettre en place, il ne faut pas hésiter à y aller bout à bout et étape par étape. C'est toujours la même chose. Ce qu'on aime bien proposer quand on le fait avec vous, c'est d'y aller évidemment par use case ou par cas d'usage, en prenant quelque chose qui est très concret, qui permet d'aborder un certain nombre de données et de pouvoir montrer des résultats à la suite de ce cas concret. Bon, bah, c'est quelque chose d'assez classique à faire, mais c'est la bonne méthode. C'est la bonne méthode parce qu'on affronte l'ensemble des étapes d'un projet en ayant un cas d'usage très concret. Et à chaque fois qu'on l'a fait, à chaque fois on a une réussite. Et c'est tirer la plotte la ficelle le fil de la plotte, oui c'est ça, et ensuite pouvoir aborder les sujets avec beaucoup plus de sérénité. Donc c'est un outil qui répond parfaitement à cette notion de plateformisation qu'on évoquait tout à l'heure. Ouais. Une autre question qui est liée, Xavier, quelle est la solution la plus populaire, la plus simple à mettre en place? Est-ce que c'est une solution cloud, une solution on-premise? Est-ce que ça doit être intégré aux applications RH? L'objectif justement, c'est de pouvoir recueillir l'ensemble des informations et des données. Après, cloud on-premise, vous connaissez ma réponse. Aujourd'hui, toutes les entreprises, toutes les solutions sont beaucoup plus portées sur le cloud. Ce qui est en on-premise, c'est soit historique, soit parce qu'il y a des notions de sécurité qui apparaissent très fortes dans certaines entreprises, quoique aujourd'hui, les éditeurs dont vous faites partie font tout pour que justement essayer de se mettre dans les normes européennes et françaises qui s'imposent. Donc aujourd'hui, le cloud, c'est une double tendance, une tendance technologique, mais aussi une tendance business pour justement faire en sorte que ce soit des outils les plus maniables et les plus flexibles possibles. Pour compléter ta réponse, Xavier, en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est en capacité Oracle et DXC Technologies, Oracle en apportant cette couche technologique, cette plateforme qui d'ailleurs peut être autonome pour permettre aux métiers de se consacrer uniquement en fait, à leurs analyses et à la plus-value fonctionnelle, avec un accompagnement de DXC Technologies, de mettre en place des pilotes, des projets qui peuvent correspondre à la démo que Ismaël vient de réaliser. Et effectivement, une solution cloud qui va être beaucoup plus rapide à déployer, qui va être autonome, donc vraiment pour se concentrer sur les tâches fonctionnelles. Ce qu'on peut ajouter également, c'est que Oracle est leader numéro 1 dans le dernier Magic Quadrant de Gartner sur l'axe Data Management for Analytics. Une autre question relative à la qualité des données. Est-ce qu'on peut contrôler la qualité des données? Je m'adresse à toi, Xavier, à nouveau. Alors, la qualité des données, c'est le nerf de la guerre. Hein. Évidemment, ça dépend beaucoup des sources, ça dépend beaucoup de la manière dont on transforme l'information et dont on la restitue et on l'utilise. Donc, elle est à tous les étages, cette qualité de l'information. Ce qui est intéressant avec ce genre d'outillage, c'est que beaucoup de clients l'utilisent aussi pour pouvoir contrôler l'information in fine. Alors, il y a des outils, de plus en plus d'outillage que vous proposez aussi d'ailleurs, par ailleurs, sur la manière dont on peut contrôler à la source de la donnée la qualité de cette information et comment on peut la rendre plus cohérente, comment est-ce qu'on peut aider l'utilisateur justement à sa saisie, à son utilisation. Et puis, on peut aussi également utiliser les outillages pour faire des contrôles, des tableaux de bord sur cette qualité de l'information. Et j'ai pas mal de clients qui mettent en place ça de plus en plus au sein de la RH, pas au sein de l'IT, au sein de la RH, pour pouvoir justement appuyer là où ça fait mal sur cette qualité de données.
Justement, j'ai une autre question qui fait le lien. Est-ce que c'est un outil qui est accessible au métier? Alors Ismaël, peut-être que tu peux répondre à cette question. Est-ce qu'on est obligé d'être un data scientist ou est-ce que si on est juste RH, on peut utiliser cette plateforme? Oui, excellente question, Alexandre. Donc, c'est bien un outil qui est intuitif, qui est fait sur mesure pour le métier. Donc, l'objectif, en fait, c'est qu'on peut être des ressources humaines ou bien des finances. L'idée, c'est qu'on est sur une plateforme qui est complètement intuitive. On va juste faire du clic-bouton, du glisser-déposer. On n'a pas besoin d'être formé pour utiliser cet outil-là, donc entièrement. Et Ismaël, est-ce qu'on doit être client de la solution Oracle HCM pour bénéficier de ce type de tableau de bord ou pas nécessairement? Pas nécessairement. Comme on l'a vu dans la partie préparation de données, en fait, cet outil est fait pour pouvoir s'interfacer avec les sources de données, peu importe la source. Que ce soit une donnée qui est stockée en base de données, que ce soit stocké sur une application, peu importe l'application, que ce soit des fichiers plats qu'on va venir rajouter pour enrichir. L'idée vraiment, c'est qu'on est sur la prise de décision et toute donnée qui peut permettre d'enrichir en fait ce reporting, on va pouvoir se connecter à cette donnée. Donc on a vraiment cette possibilité en fait d'aller croiser diverses sources de données, pas forcément aller exploiter via un tableau de bord transactionnel figé des données qui sont monosources. C'est l'objectif. C'est mieux, en effet. Mieux. J'ai plusieurs questions également pour toi, Caroline. Une première question qui me semblait intéressante sur la place des femmes dans l'organisation de demain. Alors, je peux répondre sur deux volets. Je vais répondre sur le volet de la data et de l'intelligence artificielle également. Je pense qu'il est important que dans les équipes ou dans les gens qui travaillent autour de la data, que ce soit au niveau informatique ou au niveau du développement, qu'on ait des femmes. Parce qu'en fait, on s'aperçoit, et vous venez de le dire, qu'on a besoin de plusieurs données qu'on va finalement croiser. Et faire cet exercice de croiser des données, de mélanger telle chose avec telle chose, c'est pas forcément si facile que ça, et puis c'est orienté. Et donc finalement, si on n'a que des hommes, on va avoir des indicateurs qui vont intéresser ou qui sont orientés finalement dans une vision plutôt partagée. Vous voyez, comme c'est le cas dans certaines sociétés. Ouais. Et alors que si les deux sont ensemble, finalement, on va avoir un mélange d'approches exactement pareil que pour le développement de l'intelligence artificielle. Tous les algorithmes faits par des hommes ou par des femmes n'ont pas tout à fait les mêmes résultats. Donc je pense que c'est très important que dans ce nouveau monde d'entreprise qu'on est en train de créer, il faut intégrer la femme. Et d'un autre point de vue, d'un point de vue managérial succès, donc pas par rapport à la data, et avec tout ce qu'on a vu, sur connaître ses collaborateurs, partager, faire comme le marketing du user, je pense que l'approche de la transparence, du courage managérial féminin, ce leadership, devient clé pour permettre d'aider les entreprises au moral des entreprises qui sont déconnectées, puisque en télétravail, c'est quand même un isolement. Donc il faut redoubler de liens, redoubler de transparence, puisqu'on n'est pas là. Donc je pense que la femme, dans la gestion de la donnée, dans l'intelligence artificielle et dans les nouveaux modes d'organisation, devient un élément clé avec l'homme, ensemble, pour pouvoir travailler. Si c'est sorti de la photo, déjà pour les femmes, c'est pas terrible, hein, on peut le dire, parce qu'on aura une exclusion de ce secteur, hein, qui est le secteur porteur de demain, mais aussi pour les hommes, l'efficacité de l'organisation ne sera pas la même. J'ai une autre question qui me semble pouvoir faire un peu le lien. Tu parlais de transparence. La question qui nous est posée, c'est comment on a géré chez Oracle le stress pendant le confinement et l'humeur chez les collaborateurs et les managers. Alors, d'abord, on l'a fait de plusieurs manières. On a déjà eu des enquêtes, à la fois au niveau France, au niveau mondial. Donc, on avait cette information. On l'a fait beaucoup par la communication, comme je vous ai dit, un lien, porte ouverte, room ouverte, espace ouvert de tous les collaborateurs avec un rituel pour pouvoir parler, aide avec des spécialistes de la gestion, des coachs, des RH qui étaient capables de nous donner les tuyaux et des neurologues également. Et parallèlement à ça, un gros travail de prévention avec un service dédié d'infirmières, d'hotline, service Eupora, de psychologues qui peuvent accompagner, alerter.
Concilio, comme je l'ai dit, qui est une autre chaîne, et une formation des managers. Une formation des managers dès le départ. Alors, un truc tout bête qui a été instauré, meeting du matin, meeting du soir, même si finalement on n'a pas besoin de voir toute son équipe, mais pour créer du lien, des rituels, des partages de photos, donc un café vidéo par équipe. Donc on a mis tout de suite en place, on a compensé, détourné par des stratégies différentes ce manque de présence physique. Et au résultat, finalement, on a eu quelques mécontents, parce qu'il y a toujours des gens qui veulent revenir, ou ceux qui ne veulent pas revenir, ça oui, mais on n'a pas eu de problématique forte, en tout cas je touche du bois, sur les aspects stress. Pas plus, pas moins qu'avant. Je pense que le stress est encore dû au travail en tant que tel, mais pas forcément et uniquement au télétravail. Je pense que ta réponse répond bien à une autre question qui nous était adressée, qui était comment Oracle accompagne les collaborateurs et les managers dans la nouvelle organisation du travail. Je crois qu'on vient globalement d'y répondre, sauf si tu souhaites peut-être ajouter quelque chose. Un point managérial. Je pense qu'on est aussi en train de repenser la relation management-collaborateur dans cette période, qui était déjà bien poussée avec le digital. Je pense que la clé... tout le monde parle du sens, l'envie des gens de retourner au travail, on n'en a pas parlé. Les gens n'ont pas envie non plus, donc pourquoi ils n'ont pas envie? Donc on leur redonner envie, redonner du sens. Et pour nous, au-delà de la transparence, au-delà de l'empathie, il y a la confiance partagée. La confiance partagée est devenue essentielle avec le télétravail, on n'a plus le choix. Les gens ne sont plus là, il faut leur faire confiance, il faut les responsabiliser. Et je pense aussi que les collaborateurs doivent refaire confiance à leurs managers. Donc on a un travail, nous RH, vous managers, dans cette nouvelle organisation, avec ces tableaux de bord, de bien revalider, mesurer, challenger notre confiance mutuelle, partagée entre les managers et les collaborateurs. Merci Caroline. Je regarde s'il nous reste encore quelques questions. Oui, pour compléter, c'est vrai que la période juste avant était une période très dense, sur laquelle nous étions tous concentrés. Aujourd'hui, on voit qu'il faut se pérenniser sur une autre manière et différente. Et c'est en ça où justement la donnée doit pouvoir apporter justement des regards un peu plus globaux sur le sujet, effectivement. Alors je vois qu'il y a encore quelques questions, il nous reste encore 2 minutes, on va essayer de les prendre. Est-ce que l'on a proposé pour l'équilibre des temps de vie des solutions accessibles à tous pour la garde des enfants, le soutien scolaire à domicile? Alors nous, on a un programme d'aidants, effectivement, et on a mis en place très rapidement, mais malheureusement, c'était une solution qui a été provisoire, puis est revenue toute la partie gestion des enfants en bas âge jusqu'à 3 ans, donc la partie, je ne sais pas le terme, nourrice. Bébé, ouais. Voilà, bébé, des couffins dans l'entreprise. On a mis en place un système sportif qui est en train d'apparaître aujourd'hui pour pouvoir faire du sport, parce qu'avant on avait une salle de sport, donc on est en train de réadapter gym, on est en appel d'offres sur des sujets comme ça. Voilà, à peu près ce qu'on a pu faire. D'accord, merci Caroline. Est-ce qu'on a encore quelques questions? Est-ce qu'il y a plus de formation, d'auto-formation durant la période de confinement et comment cela a-t-il été suivi? Oui, alors on a décidé dès le départ chez Oracle d'inciter les gens, ça a été une recommandation forte puisqu'on a la chance de pouvoir avoir des formations en ligne. On a 2 grosses universités chez Oracle, donc de donner comme consigne, suivie par les managers, d'avoir une formation kit journalière, même d'une demi-heure, sur des auto-formations. On a maintenu toutes les formations en ligne et on a travaillé avec nos partenaires de formation pour qu'ils adaptent, que ce soit les grandes écoles, ces formations en ligne. Donc au contraire, pendant cette période, on souhaite que la formation soit plus forte qu'avant. Entendu. Merci Caroline. Pour tenir le timing, je vais juste prendre une toute dernière question pour Ismaël. On a évoqué une solution Apex. Qu'est-ce que c'est que cette solution Apex? Ouais. Alors Apex, il s'agit d'applications express. C'est l'outil qui permet de faire des applications low-code et elle est interfacée en fait avec la base de données autonome d'Oracle. Donc elle vient sans surcoût. Elle permet de faire des applications sans forcément coder. Donc on est toujours là sur un public qui n'est pas forcément des développeurs. Et l'idée, c'est d'aller vite et de recueillir l'information à la source. Dans notre cas, il s'agissait de sondage.
Entendu, merci Ismaël. Caroline, tu souhaitais ajouter quelque chose au sujet de la cette technologie? application, oui, parce qu'on n'est donc pas informaticien chez nous au RH, mais cette application Apex, elle s'adapte vraiment aux besoins du moment et c'est une souplesse. Des gens de mon équipe travaillent dessus facilement et cet outil pour le Covid a été développé notamment sur cette base. Sans être développeur en fait, hein. C'est du low dev code, il n'y a pas besoin de faire du code pour très rapidement mettre en place développer de nouvelles applications. Alors, il est 10h32, on arrive à la fin de ce débat. Merci à tous les trois, merci Ismaël, merci Caroline, merci Xavier. Cet événement virtuel sera disponible en replay, donc vous aurez la possibilité de le partager, de le revisionner. Juste avant de clôturer, il va y avoir un dernier sondage de satisfaction. Ça vous permettra à vous qui avez participé et assisté à cet événement de nous partager ce que vous en avez pensé. Merci à tous d'avoir assisté à cet événement. À très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.